Bonjour à tous et bienvenue dans ces vibrances cosmiques. J'espère que vous allez bien. Tout d'abord, j'aimerais vous remercier pour les commentaires sur ma vidéo de la semaine dernière, vos commentaires qui étaient bienveillants et je vous en remercie vraiment du fond du cœur. Je savais que le son était pas bon parce que j'avais réécouté la vidéo et c'est en toute conscience que je l'ai postée. Je n'ai pas voulu refaire cette vidéo parce que ça me semblait juste de la mettre comme ça avec un son qui n'était pas très très bon. Mes oreillettes ne fonctionnaient pas et donc j'ai essayé de faire sans oreillettes. Ce qui, comme j'étais ok pour mettre cette vidéo avec un son qui n'était pas très bon, c'était aussi ok pour moi d'avoir certaines réactions et disons que les réactions, c'est vrai, ont été contrastées et je me suis dit, bah, c'est un petit peu à l'image de tout ce qui se passe ces derniers temps. Et je me suis simplement dit, ben j'offre ce que j'ai à offrir, je fais une proposition, et puis chacun prend ce qu'il veut, chacun entend ce qu'il peut entendre, ce qu'il a envie d'entendre. Donc voilà, c'est aussi pour dire que parfois on a l'habitude de certaines choses et que ça roule et que tout d'un coup il y a quelque chose où ça va pas très bien et puis là qu'est-ce qu'on va prendre de ça, est-ce qu'on va se focaliser sur ce qui ne fonctionne pas une fois ou plutôt se dire ben voilà ça arrive et puis les autres fois c'était bien. Donc c'est quel est le niveau aussi d'exigence qu'on a vis-à-vis des autres et vis-à-vis de soi-même. En généralement, quand on a une exigence vis-à-vis des autres, c'est qu'on l'a pour soi-même. Donc, merci pour tous vos commentaires. Le fait que j'ai pu poster cette vidéo et ça a amené aussi voilà des surprises pour moi, des choses qui m'émerveillent. En fait, je peux m'émerveiller de beaucoup de petites choses. Et là, j'ai reçu donc un email d'une personne que je ne connaissais pas et qui me disait, vu que le son n'était pas terrible, qu'il m'offrait, qu'il allait m'envoyer un micro. Alors sur le coup, c'est vrai que j'étais étonnée et puis j'ai dit mais c'est merveilleux, j'accepte ce cadeau. Donc en conscience, j'accepte ça d'une personne que je ne connais pas. Parce que je sentais que c'était un acte spontané, une offre spontanée et qui venait du cœur. Et je me suis dit, je ne vais pas rentrer dans des tergiversations. C'est OK. Et puis, donc je remercie Gilles pour donc peut-être la semaine prochaine, j'aurai reçu le micro et je l'expérimenterai. Et donc ça a fait que ça m'a permis de rencontrer, enfin en tout cas de faire connaissance par téléphone avec une personne. Et les choses se passent simplement. C'est vraiment cette sensation qu'on entre dans une ouverture et qu'il y a une fraternité qui se met en place dans les relations entre les personnes. Que peut-être il y a eu toute une épuration d'amis qu'on avait, de proches qu'on avait, et que il y a eu une traversée du désert ou une certaine solitude qui a été ressentie, et que maintenant, à nouveau, petit à petit, il y a des ouvertures qui se font et il y a des rencontres avec des personnes où on a cette même longueur d'onde ou cette même vibration qui fait qu'il y a on s'entend, on n'est pas du tout dans se sentir moins, se sentir plus. On est juste soi-même en étant dans la relation et on partage ce qu'on a à partager, les richesses qu'on a, ses envies aussi, peut-être de mettre ensemble nos richesses pour que ça fasse encore plus de richesses. Donc vous voyez, de quelque chose qui semblait au début peut-être pas super, il y a plein de choses qui sont belles, qui en découlent. Donc c'est toujours un petit peu ça qui se passe
tout ce qu'on a, on vit, tout ce qu'on a envie ou ce qu'on vit, c'est de voir quelles sont les belles choses qui se produisent. Donc là, je pense que cette vidéo va être un petit peu plus longue que d'habitude, parce qu'il y a beaucoup. Et cette fois-ci, donc on m'a demandé de faire des partages. Ça fait déjà 2-3 semaines où, avant de faire les vidéos, on me demande de partager sur ce que j'ai pu surmonter comme traumatisme, comme épreuve dans ma vie. Et j'avoue que j'avais une certaine résistance. Donc j'étais consciente que j'avais de la résistance, et puis je me disais, mais à quoi ça sert de partager ça dans mes vidéos? De toute façon, j'ai plus envie, c'est du passé, et voilà, j'ai pas envie de forcément revenir dessus. Et puis voilà, je voyais pas vraiment l'intérêt, même si c'est un partage d'expérience de ce que j'ai pu vivre, comment j'ai pu surmonter les choses. Et donc ça fait 2-3 semaines que c'est comme ça, que ça revient. Et puis je me dis bon bah à un moment donné, il faudra bien qu'il se passe quelque chose, je sais pas quoi, mais et donc la semaine dernière, comme quoi les choses se font toujours d'une certaine façon, et que les synchronicités se mettent en place. La semaine dernière, à un repas organisé par une personne qui organise des conférences. D'ailleurs, il y aura donc des conférences qui s'appellent Vibration, donc qui auront lieu à Aubonne, donc dans le canton de Vaud, en Suisse, où on sera une quarantaine de conférenciers pour parler de bien-être, pour parler de différentes méthodes de développement personnel ou spirituel. Donc, et donc, elle nous a invité les conférenciers à venir manger chez elle pour qu'on puisse se rencontrer, se connaître. Donc moi c'est vrai que je vais y participer pour la 3e fois. En dehors de ça, je donne pas d'autres conférences. Et cette fois-ci, c'est vrai que je voulais donner une conférence sur la transe et la créativité. Et au dernier moment, je pense que je donnerai une conférence sur les flammes jumelles et sur les flammes jumelles au-delà des concepts. Et je donnerai un atelier aussi sur équilibrer le féminin et le masculin. Donc ça sera, je pense, ça sera le 11 novembre 2018. Et donc donc à cette soirée, je rencontre ou je re-rencontre une personne que j'avais rencontrée il y a 2 ans et qui était venue à justement une première conférence que j'avais donnée et avec qui j'avais parlé. Et là, il va intervenir en tant que conférencier. Et comme il doit compléter certaines choses pour un cursus, pour un diplôme, il me parle qu'il doit expérimenter une technique de régression. Et si je suis d'accord pour le faire. Donc bien sûr que moi, en tant que hypnothérapeute, en tant que formée pour enseigner l'hypnose, et que je pratique aussi les régressions, que ce soit dans cette vie-ci, dans le monde spirituel ou donc bien avant l'incarnation ou bien dans des vies passées. Je suis curieuse de savoir quel est le protocole qui va être mis en place. Et puis tout simplement pour moi, pour expérimenter, voilà, pour être dans l'expérience de quelque chose. Donc je le prends comme un cadeau aussi. Et là, il m'envoie un questionnaire parce qu'il doit remplir ça pour donner ça à l'école, à l'institut de formation. Et et dans le questionnaire, il y a les questions quels ont été les traumatismes émotionnels. Et donc je dis bah voilà, donc on y est, donc faut bien que je le dise ou que je l'exprime, même si c'est quelque chose que j'avais déjà voilà, j'avais l'impression d'avoir fait le tour, mais apparemment on arrive vraiment à des clôtures, à des fins de cycle, et donc, en tout cas pour moi c'est vraiment ça que je ressens ces derniers temps, où vraiment il y a des choses
qui se termine, où vraiment on laisse le passé, ou qui on était dans le passé, ou la personne qui on était dans le passé, pour vraiment être comme une nouvelle personne, sans avoir changé son essence même, mais au niveau de qui on est maintenant, il y a une grande évolution, et de voir que la personne qu'on était il y a quelques années, on se reconnaît plus du tout dans cette personne-là, et qu'on est vraiment passé à autre chose, et vraiment d'avoir un autre regard sur ce qu'on est devenu, sur qui on est maintenant. Donc pour revenir à ces chocs émotionnels, ces traumas que j'ai pu traverser, expérimenter depuis que je suis née. Donc je vais juste en fait en parler dans cette vidéo, comme ça sera fait. Et puis je vais juste le faire de façon un petit peu factuelle, sans entrer dans des explications de plein de choses, parce que ça serait vraiment, alors là ça prendrait des heures et des heures. Mais ça va amener à autre chose. Donc c'est ce que on me dit de vous en parler, pour que ça amène à autre chose. Donc, je prends un petit moment pour... Je suis née au Cambodge, donc pendant la guerre civile, donc une guerre qui avait commencé donc, au début des années 70, plutôt dans les campagnes, des choses qui se mettaient en place. Et puis après, les Khmers rouges sont rentrés dans la capitale, à Phnom Penh, en 1975. Donc moi, je suis née en 74, et donc déjà, quand ma mère a accouché, elle entendait les bombes qui tombaient dans la ville. Mon père était absent, et puis donc voilà, donc il a toujours été plus ou moins absent, en tout cas au niveau physique. Et donc il a fallu évacuer à un moment donné la capitale. Donc on est parti avec ma mère, et on est allé, j'avais 1 an et quelques, et on est allé au Laos d'abord, quelques mois, et puis après en Thaïlande. Et là, on a eu un visa pour la France, donc on est arrivé en France. Et donc moi j'avais peut-être 21 mois, et ma mère, n'ayant pas d'argent et n'ayant pas de statut de réfugié, ni de mère célibataire, n'avait plus d'argent pour apparemment me garder. Donc elle m'a placée dans une famille d'accueil. Donc j'avais 22 mois. Donc tout de suite j'ai été placée dans une famille d'accueil française, par le biais d'une association franco-khmer. Donc beaucoup d'enfants ont été placés comme ça, pour que les parents, pendant 1 an, puissent se retourner, trouver du travail. Et donc moi j'ai été placée dans une famille qui était à 1000 km. Donc ma mère était sur Paris, et moi j'étais sur Marseille. Donc dans une famille qui avait déjà eu des enfants qui étaient grands, puisqu'ils ont les enfants ont l'âge de ma mère. Et voilà. Et donc j'ai vécu avec eux, et c'était comme si je n'avais pas d'autres parents qu'eux, et que j'étais totalement française. Et puis donc ma mère m'a reprise, pas au bout d'1 an, mais au bout de 3 ans et demi. Donc à 5 ans et demi, elle m'a kidnappée. Elle avait retrouvé un compagnon, donc qui était aussi d'origine. Donc moi je suis d'origine chinoise, même si je suis née au Cambodge, je suis d'origine chinoise. Donc elle était avec un compagnon qui était aussi qui parlait un dialecte chinois, et qui ne parlait pas du tout français. Et donc elle m'a kidnappée. Donc c'était un traumatisme pour moi. Et puis il y a eu on est passé mes parents français m'ont retrouvée, et on est passé devant le tribunal, et c'est ma mère qui a eu la garde. Mais j'ai pu rester en contact avec mes parents français.
Donc il y a eu beaucoup de déchirements au niveau d'être un petit peu ballottée comme ça, un peu. Je suis l'objet, hop, on prend, mais aucun suivi psychologique à côté. Et personne ne s'inquiète de savoir si je ressens quelque chose ou pas. Et donc quand je suis avec ma mère, c'est tout nouveau bien sûr, et et donc je n'apprends pas le chinois, je ne veux pas, parce que je suis complètement réfractaire à ça. Les conditions dans lesquelles ça s'est fait, c'était très difficile. Et puis et c'est vrai que ma mère était très peu là, puisque a beaucoup travaillé, puis elle a eu d'autres enfants, donc j'ai eu des frères par la suite, hein. Et même tout de suite après qu'elle m'a reprise. Et et puis donc elle, pour me faire obéir, donc elle prenait un bâton en bambou et me tapait si je ne voulais pas obéir. Donc voilà, c'est des mécanismes après qui se mettent en place, et si je désobéis, finalement les conséquences, c'est que soit donc je vais me faire gronder, je vais me faire taper, donc je ne dois pas désobéir, je ne dois rien dire. Donc voilà, après, je veux dire, je n'ai pas de jugement sur ça, sur comment sa façon d'avoir procédé à l'époque. Et donc voilà, les choses se passent, donc je grandis, et à 12 ans, ma mère me redonne à ma famille française. Donc pour moi, c'est beaucoup de changements d'école, beaucoup à chaque fois de séparations qui se font, beaucoup d'adaptations qui doivent se faire à chaque fois. Et je suis plutôt quelqu'un de très timide et plutôt introverti. Donc c'est comment j'essaie finalement de m'adapter à toutes les situations et de me faire accepter, d'être un petit peu invisible, ou en tout cas vraiment de m'adapter à ce qui est demandé, à ce qui m'est demandé. Et finalement, je trouve refuge simplement à l'école, où je peux apprendre des choses. Et donc voilà. Et donc je retourne avec ma famille française à 12 ans, parce qu'il y a des choses qui se passent du côté de ma mère, des choses au niveau familial, etc. Et, et quand je retourne avec ma famille française, bien sûr que les choses, quand on vit avec tout le temps, les choses, c'est pas les mêmes. Puis on est dans la préadolescence, et tout de suite, je me rends compte que j'ai envie de partir. J'ai pas forcément envie de rester. Donc à 14 ans, j'avais déjà envie de quitter la maison, parce que j'ai grandi dans des familles qui étaient complètement dysfonctionnelles au niveau de leur couple, au niveau du relationnel, au niveau de tout ce qui était aussi, chacun a porté le poids de mes parents français. Je dis mes parents français, mes tuteurs qui sont devenus mes tuteurs, avait vécu la Seconde Guerre mondiale, et donc j'avais le poids de l'inconscient collectif de la guerre au Cambodge, et aussi de la Seconde Guerre mondiale. Donc à 14 ans, je voulais déjà partir de la maison, parce que c'était très dysfonctionnel. À 15 ans, quand j'ai eu 15 ans, ma tutrice est tombée malade, et pendant 2 ans, elle a été malade jusqu'à ce qu'elle décède. Moi, j'avais 17 ans quand elle est décédée, donc c'était juste avant de passer mon bac, et juste 2-3 mois avant que je passe mon bac. Et en fait, ça n'a jamais été dit ce que c'était à l'époque. On n'en parlait pas. C'était le cancer, puisqu'elle a eu un cancer du sein qui s'est généralisé. Et donc c'est de vivre au quotidien avec quelqu'un qui est atteint de cette maladie. Et c'est vraiment pas facile quand on est jeune, et puis qu'on nous explique rien, et puis que les choses se passent vraiment dans des non-dits, et
Et en même temps de cela, je suis entrée en relation avec une personne qui était extrêmement toxique, avec qui après j'ai vécu, et donc un homme qui s'est révélé être un psychopathe, donc Dixit, la psychiatre qu'à un moment donné j'ai dû aller voir, psychiatre, psychanalyste, parce que je pensais que c'était moi qui avais un problème. Où j'ai vécu en fait vraiment de l'abus, de la violence psychologique, et aussi le fait d'être frappé donc mais finalement on entre dans des relations abusives et toxiques comme ça quand on a un parcours aussi où il y a eu ça, et quelque part c'est presque normal. On connaît pas autre chose que ça, et on peut avoir comme référence que ça, puisque on a vécu dans quelque chose où il n'y avait pas d'amour. Et comment peut-on avoir comment peut-on s'aimer, et comment avoir du respect de soi si en fait depuis tout petit on nous a pas finalement montré ça. Mais malgré cela, on peut se délivrer des schémas et ne pas répéter les schémas. Parce que bien sûr qu'il y a quelque chose d'autre où on n'est pas lié complètement oui, à des familles biologiques ou à des transgénérationnelles. Bien sûr qu'on est lié, mais en même temps, il y a quelque chose d'autre en nous qui nous parle autrement. Donc on peut se libérer de tous ces schémas-là. Donc voilà, j'ai passé 7 ans avec cette personne-là. J'ai fait des tentatives de suicide parce que je ne comprenais pas à quoi rimait cette vie, pourquoi c'était si absurde de toujours être dans des souffrances, dans des épreuves. Mais bon, personne s'est préoccupé de ce que je vivais. Pendant que j'étais dans cette relation toxique, j'ai aussi j'ai été violée par une personne. Et quand j'en avais parlé à ces personnes psychopathes et mythomanes en plus, mais vraiment c'est quelque chose qui pourrait faire la une des journaux comme fait divers. Ce qu'il m'a dit, c'est la vie, et puis tu l'as bien cherché, t'es qu'une salope. Donc comment avoir cette conscience de soi, de la valeur qu'on a au niveau aussi de sa féminité, de son féminin, d'être une femme. Donc tout ça a amené bien sûr à des choses au niveau psychosomatique, au niveau de l'intimité, de symptômes qui se sont passés. Donc voilà, il y a des choses, et puis après la vie a continué. Donc je fais vraiment vraiment un résumé succinct des choses, et puis donc il y a toute cette gamme d'émotions qu'on a, hein, de l'autosabotage, du rejet de soi, de la haine de soi, de la culpabilité, de la honte, de tout ce qui est de l'ordre de la trahison, et aussi voilà. Et en même temps, on continue d'évoluer parce qu'il y a quelque chose d'autre qui, en tout cas pour moi, qui me poussait à rester dans cette vie, parce que je savais quelque part que ces expériences, c'était comme si je devais les faire. Donc il y avait une partie de moi qui était placée beaucoup plus haut, même si ça ne veut rien dire plus haut, mais qui pouvait voir ça, toutes ces expériences, comme sachant que j'allais faire ces expériences-là. Mais en tant qu'être humain, faire ces expériences-là, c'est extrêmement douloureux. C'est beaucoup de souffrance. Donc c'était pourquoi je dois expérimenter tout ça au niveau de l'être humain, de mon humanité.
Et c'était pourquoi j'ai l'impression de vivre plusieurs vies dans cette vie, avec des choses, des épreuves que parfois des personnes juste vivent, voilà, une fois dans une vie, et ne vivent qu'une épreuve. Mais là, c'était vraiment toute la gamme de ce qu'on peut éprouver. Et après, bah, la vie a continué. Je suis partie en Chine. Je restais traumatisée par la peur de cet homme voilà, qui revenait dans les rêves où j'avais l'impression qu'il allait me tuer, puisque j'avais quand même, voilà, c'était des choses très très violentes qui se passaient, très très violentes. Et, et puis voilà, on continue son chemin. Donc on trouve il y a des déceptions amoureuses, voilà, des choses qui se passent, et puis après, ben, on rencontre quelqu'un, et puis on se dit oui, effectivement, voilà, on peut faire quelque chose ensemble, donc une vie de couple, on se marie, et puis on veut des enfants, et parce que moi, ça a toujours été, j'ai envie ce qui compte, c'est l'amour dans cette vie, c'est de trouver, d'être avec quelqu'un que j'aime, quelqu'un qui soit mon alter ego, de fonder une vie de famille, on est toujours en train d'être aussi en réaction avec ce qu'on a vu, parfois de ce qui s'est passé dans notre famille. Donc vraiment d'avoir une envie d'être dans une vie de couple harmonieuse, une vie d'amour. Et puis ben voilà, les choses se passent, on croit que ça va durer, et puis ça dure pas. Il y a des mécanismes qui se remettent en place. Et bon, après, il y a des séparations qui se font. Bon, il y a quand même des enfants qui sont nés et qui sont des bénédictions. Et puis, il y a donc la séparation, des divorces. Et puis aussi, entre-temps, bah, il y a aussi, avant d'avoir eu mes enfants, donc j'ai eu un petit peu du mal à les avoir. Et puis, je suis tombée à chaque fois enceinte avant chacun d'eux, et j'ai dû faire des curetages parce que le cœur ne battait pas. Donc c'est aussi voilà, de passer à travers ces choses-là, où on est heureux enfin, en tout cas, moi, j'étais heureuse de tomber, d'avoir un enfant, et puis après, ben, il y a la déception que ça se fait pas. Mais bon, en même temps, c'était, bah, si le cœur battait pas, c'était qu'il y avait une raison, et je me disais à l'époque, c'est que c'est pas le bon moment, et que quand les enfants viendront, c'est que vraiment, ça sera quelque chose, on a un lien spécial, ils auront vraiment choisi d'être là. Donc c'est vraiment un résumé, et je rentre pas dans toutes les choses, mais qu'est-ce que je veux dire par là, en disant tout ce que j'ai traversé, et tout ça, ça n'a pas fait que j'ai été aigrie j'ai toujours eu envie d'aimer, et je crois qu'il y a toujours eu ça présent. C'est-à-dire que je ne suis pas restée sur une amertume ou quelque chose, d'être aigrie, parce que il y a eu beaucoup de colère, bien sûr que j'ai eu beaucoup de colère, que j'avais beaucoup de tristesse, mais en fait je pense que c'était vraiment de la colère qui était enfouie, et que je ne voulais pas reconnaître comme de la colère, et que je faisais passer pour de la tristesse. Donc il y a eu énormément de colère, donc j'ai dû faire un travail sur ça, pour libérer tout ça. Je n'ai jamais été militante pour ceci, pour cela. Voilà, parce que chacun est libre de penser comme il veut. Pourquoi une idée prévaudrait sur une autre? Et si on milite pour quelque chose, c'est qu'est-ce qu'on a à défendre? Qu'est-ce qui fait qu'on se sent blessé ou touché, et qu'on a besoin de défendre quelque chose? Donc c'est ça aussi les réflexions. Donc
finalement, chacun contribue à sa façon. Il y en a qui font du bénévolat, et voilà, j'ai fait du bénévolat, mais sans jamais prendre parti sur, comment dire, alimenter quelque chose, ben, sur vraiment focaliser sur des blessures. Donc c'est vraiment comment on peut être transformé, ces blessures, ces souffrances, en quelque chose qui nous enrichit et qui nous apprend. Et donc au-delà de ça, c'est comment trouver, à travers toutes ces choses qui sont vraiment de la souffrance, vraiment de la souffrance, parce que quand on décide de passer parfois à l'acte de vouloir partir physiquement, c'est que on est dans il n'y a rien. Et donc, on est dans cet état où finalement tout c'est égal. Donc c'est ce sentiment de non-existence. Puis pourquoi on continuerait à vivre sur un plan physique. Et donc c'est vraiment parfois de toucher quelque chose où il n'y a rien, il n'y a plus rien. Et je dirais que dans ce plus rien, il y a le tout. Et c'est comment, dans toute la noirceur, finalement, on trouve l'amour. Comment on trouve la lumière. Comment il y a cette activation, c'est d'aller tout au fond et de savoir, même si parfois c'est pas clair du tout, mais qu'au fond, c'est l'amour qu'on doit. C'est même pas qu'on doit, c'est cet amour qui est présent en soi. C'est comment on retrouve cet amour en soi, cet amour qui est là, partout finalement, mais qu'on n'arrive pas à reconnaître parce que il y a des choses, des schémas, des croyances, des conditionnements, des illusions qui sont mises et qui nourrissent la peur, des peurs qui nous font agir de telle ou telle façon et qui ne sont pas en cohérence avec ce que nous ressentons profondément, qui est juste pour nous. Mais au fur et à mesure, en fait, on a cette capacité à retrouver cela. On a vraiment cette capacité à retrouver cela. Alors, chacun a son propre cheminement. Je me suis souvent demandé, est-il bien nécessaire de passer pour toutes ces souffrances pour ce que ça, pour savoir ce que c'est que d'être vivant, puisque ça a toujours été qu'est-ce que c'est que de vivre, de se sentir vivant, de vivre complètement. Et il y a des personnes qui le savent, qui sont revenues sur cette terre et voilà, qui n'ont pas forcément, parce qu'on a des choix d'âme, et il y en a qui reviennent pour des vacances plutôt sur cette terre, et il y en a d'autres, il y a d'autres choses. Donc voilà, tout est juste comme c'est, il n'y a pas de comparaison à faire. Et c'est vrai que la question que je me posais, c'était est-il nécessaire de passer par les souffrances pour vraiment savoir ce que c'est que d'être heureux. Mais finalement, qu'est-ce que c'est que d'être heureux? Si on est heureux, ça veut dire qu'on a aussi la notion de ce que c'est que d'être malheureux. Si on ne savait pas ce que c'était que d'être malheureux, on ne saurait pas ce que c'est que d'être heureux. Et tout est comme ça. C'est toujours... je ne sais pas s'il y a un autre terme que dualité, mais c'est toujours au niveau métaphorique. Si on expérimente l'un, on peut expérimenter l'autre. Donc, il y a toujours, disons, j'allais dire du négatif, du positif, mais c'est même pas négatif, positif. On peut dire du masculin, du féminin. Il y a toujours ça. Et
Et je me rappelle que quand j'étais en Chine, j'avais une amie, qui est toujours une amie, mais euh, qui est indonésienne, d'origine chinoise. Et au moment où elle devait repartir en Indonésie, euh, elle m'a prise dans ses bras et elle m'a dit je t'envie euh, parce que tu sais ce que c'est que l'amour et tu sais ce que c'est que d'être heureuse. Alors à l'époque, elle était un peu plus âgée que moi. Moi, je devais avoir 25 ans. Et, euh, et je me disais, ouais, mais elle me dit ça, mais alors, je suis passée par de telles souffrances, je sais tellement ce que c'est que d'être malheureuse aussi, que voilà, ça me faisait bizarre ce qu'elle me disait. Et en fait, je vais juste vous raconter un petit peu l'histoire parce que cette femme, elle était venue, on faisait des études de chinois. Et donc on était dans la même université, sur le même campus. Et elle était venue, elle avait quitté son travail, hein, dans lequel elle réussissait bien, et elle avait fait un break, une année sabbatique. Parce que son amie de l'époque, donc d'origine chinoise aussi, l'avait demandé en mariage. Et elle n'avait pas pu répondre tout de suite. Et donc elle était venue en Chine pour réfléchir. En Chine, elle a contacté des choses d'elle qui étaient vraiment comme une liberté qu'elle avait, vraiment hors de toute contrainte de tradition, toute contrainte culturelle. Et donc elle a vécu des choses, voilà, même au niveau amoureux. Et Et puis, elle se sentait vraiment bien et je la voyais qui s'épanouissait et qui rayonnait. Et je pensais que elle allait rester en Chine, qu'elle allait dire à son amie que, ben non, qu'elle n'allait pas se marier avec lui. Parce que bah voilà, elle expérimentait d'autres choses et qu'elle avait c'est quelqu'un de brillant et qu'au niveau du travail elle aurait pu trouver facilement en Chine en tout cas à cette époque-là c'était très ouvert pour ça, elle aurait pu trouver très facilement du travail et elle est repartie et elle s'est mariée avec cet homme, elle a eu des enfants, elle est toujours avec lui. Mais je sais que elle n'est pas heureuse fondamentalement. Elle est retournée, ce que je n'aurais pas cru possible, c'est qu'elle est retournée comme happée à nouveau par des schémas, par des traditions, par ce qu'on attendait d'elle. En tant que femme asiatique et vraiment ça m'avait vraiment étonnée qu'elle puisse faire ça alors que moi je voyais le potentiel d'évolution qu'elle aurait pu avoir en restant en Chine et en ne se mariant pas avec cet homme-là. Après, chacun fait ses choix de vie. Et voilà, c'est comme ça, il n'y a pas de jugement à émettre, ce sont juste des constatations. Donc c'est peut-être je vous raconte tout ça peut-être pour vous faire réfléchir sur qu'est-ce qui est encore là, qui est encore présent, quelles sont encore les peurs, comment agir avec le cœur, c'est-à-dire agir avec le courage pour pouvoir aller au-delà de ces peurs, pour pouvoir être vraiment en cohérence, en justesse avec votre être.
c'est ce qui est en ce moment très présent, de connecter à son être véritable, son essence, c'est-à-dire ce qu'on est aussi à un niveau plus spirituel, donc au niveau de l'âme, et de faire redescendre ça dans ce monde physique. Vraiment, je parle toujours, la dernière fois j'avais parlé d'alchimie, c'est ça, c'est maintenant, c'est comment il y a ces clôtures qui se font, ces fins de cycle, et plus on résiste et plus ça peut être difficile. Donc c'est finalement d'être dans cette posture d'accueil de ce qui est, de ce qui est en train de se passer, et de suivre son élan intérieur, son cœur, et, et d'être dans l'amour. C'est vrai qu'on peut penser que l'amour, c'est un concept, qu'est-ce que c'est exactement l'amour, mais c'est pas traduisible. C'est un état où on est complètement peut-être chez soi, se sentir qu'on est complètement en sécurité, qu'on n'a rien à craindre et qu'on est simplement là à être, à vivre et à offrir ce qu'on est. Ça fait déjà 41 minutes, mais c'était quelque chose que c'était important pour moi apparemment de parler de ça pour peut-être amener certaines compréhensions. Il y a 2 ans, j'avais donc avant de faire les conférences, puisque il y a 2 ans j'avais une conférence sur comment faire des lectures d'aura et interpréter les auras et les corps énergétiques. Et une personne, des conférenciers, faisait des interviews et m'avait posé comme question qu'est-ce que c'est le plus grand rêve que tu as réalisé? À l'époque, j'étais restée un petit peu, ça m'avait surprise, et ce que j'avais répondu, c'était que le plus grand rêve que j'avais réalisé, c'était de m'aimer. Et je peux dire que il y a 2 ans, j'étais encore loin du compte. Je savais déjà, j'avais déjà cette sensation de m'aimer, d'être dans cet amour pour moi. Et peut-être que j'étais encore dans un genre d'ego qui me faisait penser, oui, ben voilà, je suis déjà arrivée à ça. Mais non. C'était pas, maintenant, 2 ans après, c'était pas encore le cas. Maintenant, je peux pas dire, est-ce que je suis vraiment dans l'amour de moi? Je suis toujours dans ce cheminement-là, dans ça, de plus en plus. Et je peux le voir dans ma façon d'accueillir les choses comme quand elles viennent, de voir avant j'aurais été dans certaines réactions, dans certaines voilà, et parfois je le suis encore, mais c'est ok. Donc c'est tout ce cheminement de réconciliation et avec soi-même, avec toutes ces parties de soi, de toutes ces compréhensions sur qui on est, de tout ce qui nous a formés, et aussi cette conscience de ce qu'on peut, de notre être tout à l'origine, tout à l'origine. Alors, que dire d'autre? Pour être dans ce qui donc c'est en train de se passer. Mais bon, tout ce que je viens de vous dire, c'est des choses qui sont là, et c'est comme si peut-être vous aussi vous êtes en train de boucler, de clôturer certaines choses. Et je dois dire que donc si je reviens puisque j'ai fait les séances de régression, donc je remercie cette personne parce que c'était vraiment très très chouette. Et j'ai pu voir que des choses avaient été, c'était ok.
Donc on est quand on est dans des mouvements ascensionnels, des mouvements de guérison, on est dans quelque chose qui est spiralé. Donc on revient, on a l'impression de se dire mais on revient toujours sur les mêmes choses. Oui, mais d'une autre façon et avec une autre perception. Et à chaque fois, on comprend autre chose, jusqu'à ce qu'à un moment donné, on sort de ces boucles et on sort complètement de ces boucles-là. Donc pour moi, c'est sortir de tout ça. C'est pas oublier, puisque ça a fait que je suis ce que je suis maintenant. Mais c'est quelque chose d'autre qui est en train de... c'est une autre personne qui est en train d'émerger. Donc pour le mois de juillet, il y a déjà plusieurs semaines, j'avais vu une tornade assez grise qui passait. Donc je ne sais pas si c'est quelque chose qui est donc d'un point de vue métaphorique ou c'est quelque chose d'un point de vue qui va arriver au niveau physique. Je m'explique. Je crois en novembre-décembre dernier, 2017, on m'avait montré qu'il y aurait beaucoup de séismes. Et on m'avait dit au Panama. Je n'ai pas été vérifiée, je ne suis pas du tout l'actualité. Pour moi, tout ce qui se passe, et c'est juste ainsi que ça se passe comme ça. Donc finalement, j'ai pas besoin de savoir, de m'informer plus que ça sur ce qui est en train de se passer, puisque de toute façon, on est en contact. Et je vois qu'il y a des choses qui se passent, des séismes, beaucoup de séismes qui se font. Donc, on me dit Panama, peut-être Amérique du Sud, je ne sais pas, je n'ai pas été vérifiée. On m'a aussi montré qu'il y avait une éruption volcanique au Japon. Je ne sais pas non plus. Et de toute façon, à l'époque, je me disais, des séismes, il peut y en avoir tout le temps, et puis des éruptions volcaniques aussi. Donc, ces dernières semaines, ce qui m'a été montré, c'est qui a à voir avec une faille, la faille du Grand Rift. Donc je ne sais pas que vraiment il y avait quelque chose au niveau de cette faille, une ouverture. Et puis on m'a aussi montré que la Terre s'ouvrait sous l'océan. Peut-être que c'est au niveau de l'océan Atlantique, je ne sais pas, mais en tout cas, c'était pas au niveau de est-ouest, c'était au niveau nord-sud, plutôt dans cette direction-là, et donc que la Terre, donc l'écorce terrestre, s'ouvre. Donc je ne sais pas ce que ça veut dire, je ne sais pas ce qui est en train de se passer actuellement au niveau des événements terrestres dans le monde. Là, on m'a montré, donc plutôt pour le mois de juillet, des tourbillons, des tornades, et donc je ne sais pas s'il y aura beaucoup je sais pas, d'ouragans, de cyclones, de tornades qui auront des impacts, qui auront un impact au niveau terrestre, au niveau physique. Ce qui m'a été montré aussi, donc après si je le prends plus d'une façon métaphorique, ou de l'association qui m'a été donnée, c'est comme le magicien d'Oz, c'est comme l'histoire du magicien d'Oz et de Dorothy, qui n'est pas très bien là où elle est, donc c'est l'histoire d'une jeune fille qui vit apparemment, je ne sais pas si c'est avec son oncle, sa tante, et à un moment donné, elle est emportée par une tornade, et elle se retrouve au pays d'Oz, et là elle va entamer tout un périple, hein, avec un lion qui a peur, qui est peureux, je crois, et d'autres en épouvantail, et puis d'autres personnages comme ça. Et donc elle va entamer ce périple, et puis il y a une sorcière qui est plutôt
noire, et puis une sorcière blanche, et il y a aussi ce magicien d'Oz. Et à la fin, quand elle a accompli tout ça, qu'elle a compris qui était ce magicien d'Oz, et qu'elle a finalement enlevé le rideau, ouvert le rideau pour voir la réalité, elle peut... en fait, à tout moment, elle aurait pu rentrer chez elle, parce qu'elle avait, je crois qu'elle a des souliers qui lui permettent de rentrer chez elle. Et elle rentre chez elle qu'après avoir fini cette aventure, ce périple. Et donc c'est comme si le tourbillon l'a ramenée chez elle. Et quand elle se réveille, finalement, est-ce que c'était qu'une nuit qui s'est passée, mais tout est différent. Tout pour elle est différent. Toute sa vision de sa vie est différente. Donc, est-ce que ça veut dire que pour ce mois de juillet, certaines choses vont se passer et qui vont faire que, sans que vous en rendiez vraiment compte, vous allez vivre quelque chose en accéléré et qui va faire que, soudainement, tout va changer? Je ne sais pas. Ça va être peut-être expérimenté par certains, peut-être pas par d'autres. En tout cas, c'est ce que on m'a montré pour ce mois de juillet. Donc c'est très très fort, très très intense. Donc beaucoup disons de renversements qui vont se faire, de renversement peut-être de la pensée, ou des perceptions qu'on a de soi-même, et après peut-être de là une nouvelle naissance, une reconnaissance à un autre niveau de qui on est, et de cette nouvelle personne qu'on est en train qu'on est et qu'on est en train de devenir. Il y a tout en même temps. Pour la semaine prochaine, déjà 52 minutes, donc pour ceux qui tiennent encore le coup, pour la semaine prochaine, on m'a montré donc un ciel étoilé. Donc on est toujours dans ces couleurs de l'indigo, de la nuit, du bleu nuit, de quelque chose qui est de l'ordre de l'obscurité, mais pas une obscurité négative, c'est vraiment comme un support, parce que s'il n'y avait pas ce contraste avec les étoiles, c'est cet écrin de velours noir qui permet de mettre en valeur la brillance de ces diamants dans le ciel. C'est de ces étoiles qui brillent, et c'est comme si on nous demandait de voir ces étoiles qui brillent dans le ciel, et qui donne un spectacle magnifique, qui est très beau, qui est féerique. On m'a montré aussi donc qu'il y avait vraiment beaucoup donc de ces étoiles qui étaient là. Donc on l'a montré aussi sous forme d'étoiles filantes. Ah oui, c'était ça aussi, c'était que j'avais eu en novembre-décembre dernier, que cette année, je sais pas, il y aurait beaucoup de départs d'âmes, de départ, des âmes qui allaient partir, passer dans une autre dimension. Donc il y a ces étoiles, j'ai vu ces étoiles filantes, et vraiment comme si les étoiles tombaient. Donc c'était comme si, je ne sais pas s'il va y avoir beaucoup de photons, en tout cas un rayonnement, je ne sais pas si un rayonnement solaire qui, au niveau de ce qui vient au niveau des énergies, au niveau de la Terre, mais il y a comme s'il y avait un genre de bombardement entre guillemets de toute cette de tous ces corps de lumière, et ça me montrait aussi comme des feux d'artifice, des explosions de feux d'artifice. Donc c'est plutôt c'est très beau, et tout ça soutenu par avec en fond la voûte céleste,
et ce bleu nuit qui met en relief tout ça. On m'a montré aussi un arc-en-ciel dans cette nuit, donc un arc-en-ciel dans la nuit, donc c'est fabuleux, c'est genre et cet arc-en-ciel, il reliait deux continents. Donc c'était pas qu'il reliait souvent l'arc-en-ciel, c'est relier le monde du visible au monde de l'invisible, relier la terre, le ciel. Bon, c'est ça qui se passe, hein. Mais c'est comme si cette reliance-là, c'est comme si de l'invisible, l'invisible commence à être visible et que ces reliances qui ont été faites à un autre niveau, ces ponts qui ont été faits à un autre niveau, où ces réunions vont se matérialiser, vont se manifester plus dans le monde physique. Et là, c'est vrai qu'on me montrait deux continents, deux terres, donc qui étaient séparées par de l'eau, mais que en fait, il y avait vraiment cet arc-en-ciel entre les deux terres. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Peut-être qu'il va y avoir des pacifications, des pourparlers qui vont se faire entre des pays ou entre des personnes qui habitent sur des continents différents qui vont se mettre en contact, et tout ça pour du partage. Donc c'est comme si il y avait aussi cette mobilité géographique qui se fait, parce que on sent qu'en ce moment au niveau de notre corps, peut-être que notre corps a besoin d'être à un autre endroit pour se sentir vibrer, ou pour amener sa vibration dans cet endroit-là. Donc tout est en relation, tout est en corrélation, en coordination, en collaboration. Donc c'est des collaborations qui vont se faire, et donc pas forcément ou au niveau géographique ça va être proche, mais là ça peut être des collaborations sur des continents différents, ou en tout cas qui peuvent paraître comme ça séparés. Donc c'est aussi le pont entre deux rives, et c'est en train de me dire aussi donc que c'est de plus en plus qu'on ressent la présence des êtres, d'autres êtres qui sont là. C'est vrai que j'en ai souvent parlé, mais là, par rapport à ce qui m'est montré, c'est qu'ils sont vraiment très très proches. Ils se sont même plus. Moi, j'ai la main qui papillonne, qui a des fourmis. Ils sont ces êtres-là, ces autres consciences extraplanétaires. Ils entrent dans une densification. Mais est-ce qu'ils sont vraiment en train de se densifier pour pouvoir en fait s'approcher un petit peu plus? Mais en même temps, comme nous, on est en train de passer dans une vibration qui est plus subtile, dans moins de densité, dans moins de densification, donc on est en train de se se désidentifier. Oui, il y a ça aussi, il y a se désidentifier, de se dédensifier, je ne sais pas comment on dit. Il y a ces connexions qui vont se faire. Donc, nous, avec notre conscience et nos perceptions, nos vibrations, et eux qui vont s'approcher beaucoup plus, parce que ça demande aussi voilà, c'est pas facile de se densifier. Mais il y a ce mouvement qui est en train de se faire, et donc il y a cet espace qui est en train de
se construire, se mettre en place. Donc c'est vraiment un autre espace dimensionnel qui est en train de se mettre en place au niveau terrestre et au niveau aussi de la grille énergétique terrestre. C'est vraiment en train de bouger. Donc ça va être des nouvelles perceptions, de nouvelles réalités où on a l'impression de vivre dans quelque chose d'autre que ce qu'on connaît déjà. Donc les choses vont sembler peut-être différentes. Il y a aussi donc cet arc-en-ciel, il y a une colombe qui est venue, qui a traversé, qui est née de cet arc-en-ciel. Donc elle est venue vers moi, et donc ça fait penser donc au Saint-Esprit, à l'esprit, enfin, et à la paix, à l'amour et à l'arche d'alliance. C'est quoi l'alliance? C'est quoi cette alliance qu'on a fait avec nous-mêmes, avec notre être divin, avec le divin, et cette alliance qu'on fait avec tout ce qui est là, à chaque instant, tout ce qui est vivant. Vivant, je ne parle pas de ce qui est organique, tout ce qui est de la création. Et comment on entre dans cette alliance-là. Donc c'est ça qui est très présent. Et pour pouvoir accéder à ça, on m'a montré la Lune. Donc il y a beaucoup de cette réceptivité du féminin, de cette douceur qui est là, enveloppante, et cette intuition de ces connexions intuitives, ces connaissances de nous qu'on a et qu'on est en train de vraiment de développer de plus en plus pour avoir une compréhension de ce qui est essentiel. Quand je dis ça, je ne parle pas forcément de ce qui est de la clairvoyance, je ne parle pas forcément des visions du troisième œil. Parce que ça, les visions du troisième œil, ça nous permet de contacter certaines choses. C'est toujours des plans de réalité, mais qui nous font comprendre des choses, des dimensions, qui nous amènent à peut-être avoir une compréhension à un autre niveau de... Il n'y a plus de dimension. Tout est là, existant. Je me rappelle, il y a quelques années, quand j'avais suivi une formation pour justement lire les auras, les corps énergétiques, j'étais... je sais pas que je découvrais, oui, je découvrais, je n'étais pas du tout entraînée dans ça. Et à la fin, j'avais dit que j'admirais toutes ces personnes qui savaient, voilà, qui pouvaient voir des choses, qui pouvaient connecter certaines choses, mais c'était pas ça l'essentiel.
l'essentiel est ailleurs. Mais ça, cette ouverture, le troisième, les visions, les connexions à différentes réalités, à différents mondes, à différents plans, ça amène à quoi? À un moment donné, à une compréhension que tout est là, en même temps. Et que nous, on fait partie de tout ça. Donc, c'est vaste, c'est énorme, c'est infini. Et en même temps, c'est très beau. Tout ça, ça peut pas être dit avec des mots, traduit par le langage comme ça. Ce sont ce que vous ressentez en vous, ce sont ces énergies qui sont là, c'est des choses que vous captez, qu'on capte avec nos sens, mais on peut le capter avec autre chose que nos sens. Donc c'est pour la semaine prochaine, donc apparemment je vais peut-être pas faire de tirage de cartes. Bon, quand j'avais juste un petit peu pris les cartes tout à l'heure, il y avait cette carte-là, donc Cosmic Connection. Cosmic Connection. C'est ça. C'est laisser. Alors là, c'est vrai que c'est une personne avec les différents vortex, différents points énergétiques. C'est aussi comme une araignée et je dirais l'araignée représente chez les Amérindiens quelque chose d'extrêmement positif puisque la mère araignée filait au-dessus des lits des bébés, filait sa toile, mettait sa toile, construisait sa toile pour pouvoir attraper pendant la nuit les mauvais rêves des enfants. Et quand pointait le jour avec les rayons du soleil qui venaient toucher la toile d'araignée, ces rayons-là, cette lumière-là, faisaient disparaître tous ces mauvais rêves, donc les dissolver. Donc c'est beau. Donc je ne sais pas quoi rajouter de plus. Je vous laisse avec peut-être cette image. Et je vous souhaite une très belle semaine, tout en profondeur, en bienveillance, en reconnexion, en reconnaissance de vous-même, dans votre essence. Et je vous dis à très bientôt. Donc si vous aimez, merci de partager, de liker, de mettre vos commentaires. Je dois vraiment dire que j'apprécie. Je dois vraiment vous remercier pour ce que vous m'apportez, depuis des mois, et la force que vous me donnez aussi. J'ai pu traverser des moments très durs, très difficiles, c'est toute cette dernière année, et je dois dire que c'est aussi grâce à vous que j'ai pu faire ça, parce que quand je me connecte à cette énergie qui est là, c'est ce collectif de vous qui me suivez, qui me regardez, qui mettez des commentaires ou qui mettez pas de commentaires, mais voilà, qui n'en pensez pas moins dans votre tête. À chaque fois, j'ai le sourire, ça me rend heureuse. Donc c'est ces petits moments
de bonheur qui font que on peut contacter quelque chose de beaucoup plus vaste. Donc merci à vous profondément. Je vous dis à la semaine prochaine et je suis de tout cœur avec vous. Je vous embrasse, plein de lumière et plein d'amour pour vous.